Oh putain, j'ai fait un truc l'autre soir, mais j'aurais jamais cru. J'ai regardé La Reine des Neiges 2. Alors autant le premier m'avait fait l'effet d'un pétard mouillé dans l'anus, mais alors la suite, j'avais l'impression de m'enfoncer un pic de glace dans l'urètre. Ah non mais je vous jure, c'est pour dire à quel point ce podcast tombe à pic. Tu l'as dans le cul, sale con. C'est toi qui l'as dans le cul, sale con. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacahuètes et Vélociraptor, le podcast nul, tellement nul qu'il a galéré à vous trouver un truc un tant soit peu intéressant à vous parler cette semaine. Et pourtant, j'avais le choix entre Monkey Man, Love Lies Bleeding, Vermine, et il n'y en a pas un qui m'a plus stimulé que ça. Bon après j'exagère, je fais un peu genre, mais c'est pas mauvais ce que je viens de citer. Monkey Man ça m'a intéressé parce que premier film de Dev Patel, revenge movie, tourné en Inde, et tout, qui a fait un peu polémique, enfin pas non plus, voilà, à ce point-là, mais je me disais, ouais, il y avait un intérêt et tout, et au final, j'ai trouvé que le truc, il était extrêmement survendu, que, oui, c'est un premier film, il a plein de défauts, mais quelque part, il est très généreux, et tu sens que le mec, il a voulu mettre plein de choses, et que ça part parfois un peu à droite et à gauche, et que pourtant, il réussit à faire des trucs bien, mais voilà, je termine le truc et je me dis, ouais mais j'ai déjà vu tout ça, c'est pas non plus, voilà, ça me sort pas de ma zone de confort, tu ne réinventes rien, non pas que t'avais la prétention de le faire, mais voilà, ce genre de revenge movie, j'en ai déjà vu un paquet, rien que cette année j'en ai vu d'autres, et qui m'avaient beaucoup plus retourné la tronche, dont certains étaient des films indiens, je le précise, alors là, son Monkey Man, j'avoue... pétard mouillé dans l'anus, quoi. Pareil pour Vermine, évidemment, je trouve que c'est bien de voir qu'il y a encore du cinéma de genre en France qui persiste et qui quelque part s'en sort, parce que le film n'a pas été un bide. En plus, le mec s'est fait repérer par les Américains qui veulent lui faire tourner le prochain film Evil Dead, et je suis très content pour lui, et j'espère qu'il ira loin. J'espère aussi qu'il va pas se faire absorber par la machine. Mais pour dire que ces films-là, ils avaient tous des petites choses intéressantes qui sont pas mauvaises en soi, je les ai pas balayées de la main comme ça pour faire genre, c'est juste que je regarde la chose et je me dis pas waouh quoi, y a pas le truc qui m'a fait décoller. Et puis d'ailleurs c'est pareil pour le film dont je vous parle dans cet épisode, que les choses soient claires, c'est pas le film le plus ouf qui est sorti cette année, loin de là, c'est pas une transcendance, ni une petite irrévérence dans le paysage cinématographique, rien de tout ça, mais voilà, lui au moins, il avait une singularité propre à lui-même qui me plaisait. C'était d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'attendais un petit peu ce film, même si j'avoue que la bande-annonce, moi, perso me le vendait bien, j'avais envie d'y croire, même si on sait bien que c'est jamais réellement représentatif de la qualité du film, mais j'avais bon espoir, surtout quand je savais qui allait le mettre en scène, par rapport au bonhomme en lui-même, par rapport à son expérience, par rapport à ses velléités artistiques. Je me disais, il y a peut-être en effet derrière ce projet quelque chose qui vaut la peine d'être défendu, d'être regardé, et qui sait peut-être d'en parler dans un prochain podcast. Et devinez quoi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. This is an epic story of cosmic proportions. The bad guys are closing in. We're gonna hide you. Nope, we're gonna beat the shit out of him. I never forget a fist. I don't mean it like that. Ah, le cinéma, sa magie, ses explosions, ces cadavres qui volent aux quatre coins de l'écran, ces jaillissements d'hémoglobine, tout ce sexe contenu et qui explose au visage de jeunes nourrissons découvrant la masturbation, et bien sûr ces blagues de cul qui dérangent les mères de famille un peu trop réac. Ça aurait été extraordinaire si les films que j'avais cités en début d'émission se seraient cantonnés à cette vague description de ce que j'appelle un bon petit trip régressif, mais voilà, dans la vie, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Du coup, à la place, je vais vous parler d'un film qui ne bouscule pas mémé dans les orties, qui ne réinvente absolument rien, et qui se la joue peut-être un petit peu trop à la cool, alors qu'au final, il n'est juste que sympathique. Voilà, c'est sympathique. Ça pourrait résumer la chose, je pourrais arrêter mon podcast sur ça, c'est sympathique. Mais c'est ça que je trouve cool en fait, c'est que tout ce qui passe en ce moment ne pourrait être résumé qu'à soit c'est ridicule, soit c'est régressif, soit c'est un plaisir coupable, soit c'est juste sympathique. En attendant qu'on puisse parler de Furiosa qui va venir
tout balayer sur son chemin, qui va faire fermer sa gueule à tout le monde encore une fois. Tout paraît soit insipide, soit sympathique. Bon, on en parle du film ou pas ? Let there be The Fall Guy n'est autre que l'adaptation sur grand écran de la série télévisée L'homme qui tombe à pic, qui cette fois a tronqué son Lee Majors par un Ryan Gosling plus déterminé que jamais, en tout cas plus que sur Barbie, et qui devient le temps d'une aventure, le cascadeur reconnu Colt Seavers, qui suite à une retraite anticipée décide de reprendre du service pour ranimer la flamme avec sa dulcinée qui est devenue réalisatrice, et dont la superstar de son film, qu'il est censé doubler, a disparu. Et comme vous vous en doutez, sa mission est de le retrouver. Le film est réalisé par David Leitch, qui s'est fait connaître grâce à son travail de coréal sur le premier John Wick, et qui par la suite s'est amusé à tenter un peu tout et n'importe quoi dans sa carrière, allant du juste sympathique à du extra méga nul à chier, mais réussissant quand même à prôner une espèce de petite patte artistique dans ses films, et dont The Fall Guy semble en être l'aboutissement. C'était la raison pour laquelle j'attendais ce film. Je ne suis pas le plus grand défenseur du cinéma de David Leitch, loin de là, je trouve que c'est un mec qui a des qualités dans sa façon de faire, mais qui a pas forcément ce que je recherche moi en soi dans un cinéma, j'ai envie de dire purement et simplement d'action, mais c'est un mec dont je peux pas enlever l'envie, enfin surtout le fait de venir de la cascade, c'est que c'est quand même la chose sur laquelle a été vendu leurs premiers travaux, par rapport, enfin leurs premiers travaux surtout à l'époque de la sortie de John Wick, c'était cette idée de remettre en valeur, revaloriser le sens de la cascade, le cascadeur en lui-même, qui a été très bien en plus prôné par un Keanu Reeves qui s'est beaucoup investi, du moins sur la saga John Wick. Mais bon, là où t'as l'autre mec qui a fait les films, je me rappelle plus de son nom, qui a continué la saga, Leitch lui, il est allé de son côté et il a fait d'autres trucs. Et bon, comme je l'ai dit, ça a donné du bien et du moins bien, mais c'est la seule chose que je trouvais intéressante, c'était de se dire que un mec qui a commencé en revendiquant l'envie de remettre la cascade au goût du jour, bien exécutée, bien foutue, dans un film où on va justement être en compagnie d'un cascadeur sur un plateau de tournage et qui va se la jouer détective privé, chasseur de primes, enfin comme la série télé, c'était en soi vendeur comme pitch. Ça m'intéressait. Je ne voyais d'intérêt que je ne voyais d'intérêt à The Fall Guy uniquement parce que t'avais un mec comme David Leitch qui allait le faire. C'était le seul intérêt. En plus, comme là, t'avais le côté un peu plus feel good, j'ai envie de dire, un peu plus comédie d'action avec un personnage comme Ryan Gosling arrive à bien les jouer, c'est que ce mec, on l'a souvent dit et moi aussi je le confirme, j'aime le voir faire des rôles plus ancrés dans la comédie. Je trouve qu'il a cette bonne tête de niais qui fonctionne, et au même titre que quand tu le voyais jouer dans les The Nice Guys de Sean Black, il avait ce petit truc déconnecté du détective privé qui voulait assurer mais qui en était incapable parce que c'était le rôle du loser un peu entre guillemets. Je trouve qu'il le fait bien ça, Gosling. Du coup, c'était intéressant de voir comment il allait la jouer dans The Fall Guy, même si là il joue pas vraiment le loser, il joue plus le mec qui en prend plein la gueule, mais qui assure quand même. Donc en soi il y avait rien qui moi me déplaisait dans le projet, j'avais envie de l'aimer ce film, et quelque part, je pense que je l'ai bien apprécié, j'ai passé un bon moment devant The Fall Guy, mais je sais que les raisons qui me poussent à l'aimer sont bien sûr les raisons purement revendiquées par son créateur, enfin son réalisateur en l'occurrence, qui maximise en fait cette idée de privilégier la véritable cascade, les véritables accidents, la tôle rouillée, ce genre de trucs, les morceaux de verre brisés, les mecs qui passent à travers. C'est ça en fait aussi qui quelque part me rassure, c'est de me dire que sur la marchandise, il m'a pas menti, quelque part. Le truc que j'ai trouvé dommage, et qui je pense, pour moi est le problème du film, entre guillemets, déjà ce sont ses longueurs, mais elles sont dues à peut-être un manque de compétences, j'ai envie de dire, peut-être un manque de savoir-faire au niveau de la gestion entre la dynamique de la comédie romantique et de la comédie tout court. C'est-à-dire, c'est que tu sens qu'il est tellement pas dans son registre en soi idéal qu'il surexplique ce qu'il est en train de faire. Il te fait par moments des exemples où le personnage de
d'Emily Blunt, qui joue donc la réalisatrice du film, qui est donc son ancien crush, avec qui il cherche à renouer. Quand elle le revoit, elle décide de lui faire tourner une scène où il joue un mec enflammé qui se fait projeter contre un mur, et il te fait la scène en soi, sauf qu'il utilise la scène dans un but pour le personnage cathartique, et l'idée fonctionne très bien. Sauf que tellement qu'il le surexplique, ça enlève quelque part la saveur de la scène en elle-même. Tu te dis, c'est dommage, t'en fais des caisses, t'en fais des tonnes. Contente-toi juste du gag, ça fonctionne très bien. Pareil pour cette idée, c'est pas des gros spoils, hein, quand il évoque une scène avec un split screen, donc le mec l'évoque et du coup qu'est-ce qu'il fait ? Il te fait un split screen. Et pareil, l'idée n'est pas mal exécutée, c'est juste que tellement qu'il l'appuie, t'as presque envie de dire que tu en enlèves le sens en lui-même, t'enlèves l'intérêt de ne pas le dire. Il le surexplique tellement que ça en gâche presque le plaisir de voir la scène se dérouler. Après, je pinaille beaucoup parce que, comme je dis, il a un problème au niveau des longueurs, le film traîne beaucoup sur ces points-là, mais ça n'empêche pas de réussir des gags. Moi, perso, j'ai trouvé le gag de la licorne parfait, il marche très bien ce gag. J'en dis pas plus, mais voilà, si vous voyez le film, vous comprendrez. Mais voilà, non, mais il y a des trucs qui fonctionnent. Et puis, comme j'ai dit, voilà, le côté attachant d'un Gosling qui se la joue, alors qu'il s'en prend quand même plein la gueule, c'est plaisant à regarder, moi j'aime bien. Mais c'est juste dommage de voir qu'en fait, le mec est tellement en train de surexpliquer ce qu'il est en train de faire, que t'as presque envie de dire que... Je dis pas qu'il passe à côté de son sujet, parce qu'au final, le sujet, ça reste le gars, le cascadeur qui sauve la situation, mais tu sens que c'est tellement un film de revendication pour ce mec-là, c'est-à-dire c'est qu'il le dit, il l'explicite clairement, pour lui, c'est une façon d'amener les Oscars à créer une section pour la meilleure cascade dans les films, voilà, parce qu'ils n'en ont pas, c'est ce que dit un personnage, donc ça n'est même pas caché, c'est complètement assumé, et c'est ce que je trouve en fait un peu trop appuyé par moment, parce qu'on a compris que tu es là, toi et tes équipes, pour montrer que les cascades et les cascadeurs, c'est important, que tout ça, au final, ce n'est qu'une ode à la cascade et aux cascadeurs, et donc aux héros de l'ombre qui font la réussite de ces œuvres qui est véritable, c'est-à-dire c'est qu'on peut pas dire le contraire. T'as pas besoin d'avoir un film qui te parle de cinéma pour comprendre que, en effet, les mecs qui font le plus de taf acharné, qui mettent en boîte les scènes les plus impressionnantes, sont gérés par des équipes et tout, qui mettent leur vie en danger et qui font des choses incroyables quand c'est pas tout fait par ordinateur, évidemment, et que à côté tu as les acteurs qui reviennent plus pour bien poser, faire le beau gosse, que réellement faire une prouesse physique dont on se rappellera. Évidemment, tout le monde le sait, ça, personne n'est dupe. Mais c'est dommage qu'il le surexplique en permanence. C'est que t'avais pas besoin d'en faire des caisses. Le sujet du film suffisait à lui-même, en fait. Et puis c'est quelque part aussi, je pense, un rappel constant que ce style de cinéma qui existe, qui existe depuis des lustres et des lustres, prend de plus en plus d'importance, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quand tu vois que ces gens qui étaient des personnes de l'ombre, comme je l'ai dit, tous ces cascadeurs ou ces cascadeuses, maintenant se mettent en scène sur les réseaux sociaux, ont leur compte Instagram, ils ont leur compte Twitter, ils ont tout, ils partagent leur vie, ils partagent leurs prouesses, et du coup ça devient de nouvelles personnalités, c'est-à-dire c'est que... un cascadeur, comme le dit le film au début, un cascadeur, on n'est pas censé le voir. On doit jamais savoir que c'est lui. Bon, évidemment, des fois on s'en doute, mais c'est ça l'illusion, c'est ça le truc. Ils doivent créer l'illusion de se dire on n'existe pas réellement. Et bien sûr qu'ils jouent dans le film, comme ça a déjà été fait par le passé, sur la frustration d'être la doublure du mec qui agit réellement. Ce que d'ailleurs avait très bien réussi à faire Tarantino dans son Once Upon a Time in Hollywood, ce qui me permet de vous rappeler que oui, Once Upon a Time in Hollywood est un putain de bon film si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que tout le monde l'a vu quand même. Tarantino avait réussi à faire ça super bien, notamment vers la fin, quand t'avais la scène avec la famille Manson qui débarquait pour buter tout le monde, et qui tombait face à un Brad Pitt complètement drogué, qui se mettait à les massacrer, et où la dernière personne qui était en train de gesticuler dans la piscine se faisait brûler la gueule par un DiCaprio avec une putain de moustache, et c'était énorme, parce que du coup le film culminait dans un final où le personnage qui avait réellement agi, qui avait sauvé la situation, sauvé les meubles, se retrouvait à l'hôpital, même s'il n'était pas mourant, mais se retrouvait emmené à l'hôpital, là où celui qui en tire, où celui qui en tire les lauriers, donc le personnage de DiCaprio, se faisait accoster par
le personnage de Sharon Tate, enfin c'est les amis de Sharon Tate et elle-même, et qui voyait justement sa petite ascension dans ce milieu-là, alors qu'il n'avait pas réellement agi, enfin il n'avait pas agi concrètement, il n'avait que ramassé les miettes, enfin le succès du truc, alors que ce n'était pas vraiment lui le héros de la situation. Et ça, je trouvais que c'était très bien traduit dans le film de Tarantino. Mais ça, c'est un truc qu'un mec a su bien écrire et bien mettre en scène, là où un mec comme David Leitch va en faire des caisse, comme je l'ai dit. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que fondamentalement, j'ai pas détesté The Fall Guy. Je l'ai trouvé vraiment divertissant par moments. Et en effet, oui, j'ai aimé le fait qu'il mette en scène ces scènes de cascade, ces scènes d'action, et qu'en plus, il s'amuse, à la fin du film, à faire un faux générique, enfin un générique avec les doubles, enfin le tournage, les making-of, où tu vois les fameuses scènes en question et où on te dit regardez bien, on les a bien fait pour de vrai et tout. Et oui, ça fait plaisir à voir. En effet, c'est plaisant de se dire que c'est mieux de voir un gars qui va privilégier la texture, les véritables chocs, les véritables coups, ce genre de trucs, plutôt qu'en effet quelqu'un qui va tomber dans la facilité, évidemment. Bon après, j'ai pas non plus l'œil d'un expert, donc ça se trouve évidemment, comme dans tous les films, il y a un moment donné où ça triche, on va pas se mentir. Je me suis pas fait chier à savoir à quel moment il trichait, mais dans l'ensemble, ça reste des prouesses quelque part. C'est ça qui me plaît dans son cinéma, c'est qu'il y aura toujours à un moment donné une petite scénette, un petit passage où tu vas dire ils ont vraiment fait l'effort de tout coordonner pour que ça donne une scène purement jouissif, de cascade, qui est plaisante à regarder. C'était d'ailleurs un des aspects qui m'avait fait moi continuer à regarder les John Wick, alors que je suis pas forcément fan des deux premiers. Pas par rapport à leur histoire ou ce que ça raconte, parce qu'au final les scénarios des John Wick c'était pas ça qui me bluffait. Moi ce qui m'intéressait c'était de voir les prouesses techniques en effet de ces cascadeurs, et en effet quand tu regardais John Wick et John Wick 2 t'avais des petites choses, t'avais des moments, des passages où tu disais putain ils font des efforts, ils se mettent sur la gueule, ils se font mal et tout, et ça se voit quoi, vraiment ça faisait plaisir. Mais ce qui me faisait chier c'était la répétitivité des scènes de fusillade, ce qui a évolué je trouvais à partir de John Wick 3 et du 4, où en effet les scènes de fusillade devenaient des prétextes aussi à mettre beaucoup plus d'éléments enfin à l'image, en jeu dans la scène, où dans le début de John Wick 3 il se retrouvait sans armes et que du coup il devait se débrouiller avec tout ce qu'il trouvait, un stylo, une hache, un cheval, n'importe quoi. Du coup les éléments du quotidien devenaient son arme, et au point que la seule grosse scène de fusillade en plan séquence, en faux plan séquence évidemment, dans le troisième film, pour moi n'avait d'intérêt que parce qu'il y avait des chiens dressés qui attaquaient et qui bouffaient la bite des ennemis. Voilà, c'est ça qui me faisait kiffer. D'ailleurs, il y a un chien dressé dans ce film qui s'appelle Jean-Claude et qui bouffe la bite de ses adversaires. Voilà, donc c'est un peu répétitif, donc c'est pas non plus, voilà, comme j'ai dit, c'est pas révolutionnaire, il se répète, mais ça reste plaisant à voir en effet, des gars qui utilisent ces bonnes vieilles techniques de cinéma pour faire véhiculer des émotions à leurs spectateurs. En fait, quand j'y repense là en parlant, je me dis que The Fall Guy c'est quand même très naïf dans son écriture. Après, celui qui a fait le scénario c'est Drew Pearce, qui était quelqu'un qui avait déjà travaillé avec Sean Black sur Iron Man 3, qui a écrit et réalisé Hotel Artemis, que j'ai pas vu d'ailleurs, faudrait que je le regarde, et qui avait aussi, il avait scénarisé l'horrible Hobbs & Shaw. J'ai pas du tout aimé Hobbs & Shaw. Donc du coup voilà, il y a aussi ce côté, je trouve, très naïf dans les dialogues de personnages qui ne décollent jamais vraiment, en fait. C'est que moi, je m'attendais avec un peu plus de dynamique dans leur rapport, dans leur dialogue. Et c'est là où tu sens qu'il n'y a pas un Sean Black qui fait mouche, quoi. Il n'y a pas un Sean Black qui a le sens de la punchline qui est bien marquante, quoi. Non, voilà, c'est vraiment du j'avais du mal à exprimer ce que j'avais besoin de dire. Tu es parti et je l'ai mal vécu. Voilà, et tout. Et puis suivre vraiment la linéarité de ce genre d'histoire, très prévisible, du moment où on va se dire les choses, j'aurais dû te dire ceci, voilà pourquoi, machin et tout. C'est dommage parce que ça aurait pu être mieux. Même ce final où tu as tous les cascadeurs du film qui mettent à mal les vilains producteurs capitalistes et leurs superstars nombrilistes dans un effort commun de baston, d'explosion et de sauts périlleux. T'as envie de dire, voilà, c'est pas très subtil les gens, parce que vous en faites, encore une fois, vous en faites trop pour appuyer votre message, pour dire que, voilà, les méchants producteurs, les bons artisans, voilà, tout ça. Mais dans le fond, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça reste profondément sincère, parce que on en fait des caisses, on en fait c'est presque une grosse caricature le truc, mais quelque part on sait que c'est aussi ça le cinéma, on sait que c'est quand même des mecs qui privilégient certaines choses, qui sont prêts à
bâcler, ou voire même à carrément flouter le travail de certaines personnes sur des projets extrêmement importants, juste par facilité ou par appât du gain, là où t'as des mecs qui se donnent à cœur dans leur passion pour faire le meilleur film du monde, et combien de films ont été sabotés à cause de ça. Je dis pas que c'est incompris, je dis juste que au moins il y a le mérite que ce soit pas purement cynique. Enfin, moi en tout cas, ça m'a pas paru être un film cynique. Je suis pas ressorti de là en me disant il se fout de ma gueule. C'est clairement, il y avait ce truc de maladresse dans l'écriture, dans la façon d'amener ces personnages, de les faire évoluer, mais il y avait pas ce truc puant. D'ailleurs, c'est ce que je disais, c'est les films que je vous ai parlé en début d'émission, ils sont pas puants. Je trouvais juste dommage que ça décollait jamais. The Fall Guy décolle pas plus que ça. C'est pas parce que le mec va me faire des cascades pour de vrai que je vais me dire « Ah, son film il est génial !» Non, encore faut-il me donner l'envie de croire à ces putains de cascades, de me faire véhiculer des putains d'émotions. Et je ne dis pas encore une fois, j'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment, mais voilà. Il faut savoir, comme on dit, raison gardée. Parce que quand j'entends David Leitch, nouveau nom du cinéma d'action, nouveau maître, tout ça, de la cascade et compagnie, j'ai envie de dire, putain les gars, non mais revoyez les classiques, hein. Non mais c'est con de dire ça, hein. C'est genre revoyez les classiques, mais en vrai tu revois un bon vieux Jackie Chan de la belle époque, tu comprends tout de suite que bon les gars, vous êtes un peu loin de ce qu'on a réussi à accomplir. Surtout que c'est ça aussi le truc qui me dérange quand je regarde un film comme The Fall Guy, c'est que t'as Ryan Gosling, alors autant on le voit faire des trucs dans le film, mais autant tu sais bien qu'il joue le même artifice que ce qu'il dénonce dans le film, à savoir qu'il y a un mec qui est la façade, et t'as ceux qui sont dans l'ombre qui font tout le travail. Et on n'est pas dupe, on sait bien que Gosling il a pas fait toutes ces cascades. On le voit bien d'ailleurs dans le comme j'ai dit à la fin du générique, il y a une espèce de making-of qui est montré en parallèle, on le voit bien. Donc c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est que quitte à faire un film purement de cascadeur, assume-le jusqu'au bout. Prends un cascadeur, ce qui t'évitera en plus de tricher bêtement dans le découpage, parce que c'est souvent ça le problème des cascades quand on les fait au cinéma, c'est que t'es obligé de couper au moment opportun pour éviter qu'on voit la gueule de la personne. D'ailleurs c'est marrant parce que tout le premier plan séquence du début, qui est la première scène, est construite sur cette idée-là, à savoir que t'as l'acteur, le cascadeur qui est rappelé pour faire une scène, parce que t'as l'acteur principal, il pense qu'on voit légèrement le visage du cascadeur et qu'on pense, qu'on devine assez vite que ce n'est pas lui en fait. Donc du coup il exige qu'on refasse la scène de sorte à ce qu'on voit moins le visage du cascadeur. Donc c'est ça que je trouve bizarre, c'est que tu dénonces un truc et t'as une revendication dans ton film, autre bien sûr d'avoir un Oscar, mais tu dénonces tout ça. Va au bout de ton raisonnement. Va pas forcément prendre Gosling, même si j'adore Gosling dans le film, mais va au bout de ton raisonnement. Prends en effet un cascadeur qui sait un peu jouer la comédie quand même, et faites-le, votre gros film de cascade absolue. Assumez-le totalement. Enfin, mais bon, après, là, certains diront que j'encule les mouches, ce qui n'est pas faux. Bon, on sait tous comment le cinéma fonctionne, on sait tous qu'il faut réussir à le vendre. Voilà, on peut pas faire des miracles, on peut pas voir tout ce qu'on veut. Mais comme j'ai dit, voilà, j'ai bien aimé The Fall Guy, j'ai passé un bon moment devant. Je sais que je peux paraître un peu, des fois dans mes podcasts, un petit peu tatillon, du genre « Ah, mais est-ce qu'il a vraiment aimé ?» Il dit machin et tout comme ça. En fait, c'est que j'essaie plus de nuancer le propos qu'autre chose. Ça sert à rien de dire « Ouah, j'ai trop kiffé, c'était génial, machin et tout », et ça sert à rien de dire « Oh, c'était purement de la merde ». Moi, ça m'intéresse pas. Si je parle d'un truc, c'est parce que j'ai envie de nuancer, j'ai envie d'apporter un peu plus de réflexion par rapport à ça. Pour rester sur une note positive, même si j'ai dit qu'en effet ça faisait partie des tares, je trouvais au film qu'il y avait beaucoup de longueur et qu'il avait du mal à gérer cette dynamique comédie romantique et comédie tout court, je trouve que même si ce duo de personnages qui est incarné par Emily Blunt et Ryan Gosling, qui joue le cascadeur et la réalisatrice, et qui a parfois, qui traîne un peu en longueur et qui a un peu du mal à sentir réellement impliqué, je trouve que leur relation dans tout le film, c'est aussi ce qui te permet de te sentir réellement impliqué, parce que quelque part tu as ce truc de la réalisatrice qui veut vraiment mener son film à bien, et tu as le cascadeur qui est avec elle et qui la soutient. Quand tu vois des moments, des passages où ils travaillent ensemble sur le film et qu'ils essayent de faire péter les idées, tout ça, et qu'ils enchaînent des trucs, tu dis voilà, c'est là quelque part il y a aussi cette projection, je pense, qu'a le réalisateur David Leitch avec son équipe de l'équipe de son film et son projet, à savoir réussir à apporter quelque part une sincérité dans l'œuvre, une envie de travailler ensemble, le bon vivre ensemble et tout ça, le rêve parfait d'une bonne production. Voilà, comme j'ai dit, ça peut paraître naïf, mais c'est aussi ça quelque part qui rend la chose attachant. Je crois plus en la dynamique et la relation de ces deux personnages
que dans toutes les relations des personnages, dans Bullet Train, que j'ai pas non plus détesté, mais qui voilà, pêchait sur plein de points niveau personnage et niveau scénario. Là où au moins dans The Fall Guy, il reste quand même focus sur ces deux personnages et ce qui les entoure. Et ça au moins c'est plaisant, c'est simple, mais c'est plaisant. The Fall Guy n'est pas moqueur en fait de ce qu'il montre. Il est vraiment dans une démarche valorisante, je trouve, déjà de ce corps de métier, à savoir les cascadeurs et tout ça, mais il est dans une démarche valorisante des rapports humains au cinéma, parce que comme je l'ai dit, ça parodie, ça caricature la productrice avec son téléphone en permanence et sa boisson qui dit « Ah, j'adore ce que tu fais, mais on va peut-être faire ceci, on va peut-être faire cela et tout. » Voilà, c'est des grosses caricatures, mais voilà, quelque part, il y a aussi ce plaisir. C'est comme Dev Patel qui te fait Monkey Man et qui met tout dans son film du premier coup et qui veut se lâcher. Voilà, c'est aussi ça le cinéma, c'est aussi se faire plaisir, c'est aussi mettre des trucs de mauvais goût et les assumer en tant que tels. Et ça, moi... ça me dérange pas plus que ça. Et puis merde quoi, il y a un chien qui bouffe des bites, et quand t'as un chien qui bouffe des bites dans un film, c'est pas un mauvais film. Voilà, ce sera la parfaite conclusion d'un podcast Cacahuète et Vélociraptor. Les chiens qui bouffent les bites au cinéma, c'est génial. Maintenant, sucez-moi la bite. Et voilà, cet épisode de Cacahuète et Vélociraptor est terminé. Je remercie les quelques personnes qui suivent ce podcast et je remercie aussi les quelques abonnés Spotify qui se sont manifestés. Franchement, ça fait très plaisir de voir que je n'ai pas fait ça pour rien. Je vous renvoie comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur la page Facebook, les liens sont présents dans la description de la vidéo. Vous l'aurez compris, The Fall Guy, c'est sympathique. Donc vous pouvez aller le voir, c'est pas un problème. De toute façon, c'était soit je vous parlais de The Fall Guy, soit j'allais voir le film d'Artus. Et je vous avoue que, voilà, j'ai préféré The Fall Guy, voilà. Non, enfin, je n'en sais rien, le film d'Artus, ça trouve, c'est très drôle. Mais bon, je sais pas si je pourrais pour le voir. Bref, autre histoire. De toute façon, on le sait tous, tout ça n'est qu'un apéritif avant l'arrivée prochaine du véritable sujet, le véritable truc qui importe. Comme je l'ai dit en début d'émission, il s'agira bien sûr de Furiosa, et on sera, bien évidemment, au rendez-vous pour en parler. En attendant, on verra ce qui nous tombe sous la main. Sur ce, je vous dis à très bientôt et rendez-vous prochainement dans Cacahuète et Vélociraptor.